Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la première édition de votre magazine Votre Santé, Votre Avenir sur les ondes de la VOA Afrique. À la présentation, je suis Mohamedou Oumfa et je serai en compagnie de Rosine Mounezero. Bonjour Rosine. Bonjour Mohamedou. Cette semaine, Votre Santé, Votre Avenir s'intéresse à la santé des personnes âgées. Toutefois, la population mondiale des personnes âgées devrait doubler d'ici 2050 selon les projections de l'Organisation des Nations Unies. De quelles maladies souffrent les vieux? Comment prendre soin d'eux? Pour y répondre, nous recevrons depuis Dakar au Sénégal le professeur Koumé Mamadou. Il est gériatre et gérontologue. Le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus va passer d'ici 2050 de 11% à 22%, donc elle va doubler. Pour toucher du doigt la réalité du suivi de nos personnes âgées, Votre Santé, Votre Avenir s'est rendu au Burundi, à l'hospice Sainte-Élisabeth de Bujumbura. Ces personnes y sont parfois abandonnées par leur famille. C'est ce que nous dira le responsable de cet hospice, le docteur Willy Gatore. On déplore parfois des situations où un de ces pensionnaires arrive à décéder et qu'on ne parvient pas à trouver les parents et ils les ont amenés. Et puis vers la fin de cette édition, dans notre rubrique À vous la parole, le docteur Armand Genkap répondra aux questions que vous nous avez adressées sur notre page Facebook. Restez à l'écoute. Coup d'œil sur l'actualité. Voilà, chers auditeurs, commençons notre édition par quelques faits d'actualité. Nous irons tour à tour en RDC et au Niger. Ce sera avec vous, Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Rosine. Il paraît qu'une vaste campagne de vaccination se déroule en République démocratique du Congo. En effet, depuis le 30 septembre, la campagne se déroule dans la capitale Kinshasa, où plus de 260 000 personnes ont été vaccinées selon les chiffres du ministère congolais de la Santé. Les autorités tentent en fait de prévenir la propagation de l'épidémie de choléra qui a touché plus de 15 000 personnes et causé 382 morts selon l'OMS. Au-delà de la campagne de vaccination, l'UNICEF a également mis à la disposition de ses ONG partenaires du matériel d'hygiène et d'assainissement afin de s'assurer que le risque de contamination soit réduit. Par ailleurs, une réunion transfrontalière entre les autorités de la RDC et de la République centrafricaine a été organisée pour coordonner les efforts de lutte dans les deux pays. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique. Toujours en RDC, des enfants de 6 mois à 5 ans ont été vaccinés contre la rougeole. La campagne de vaccination concernait toutes les 35 zones de santé de Kinshasa et s'est déroulée du 6 au 10 octobre 2016, ciblant plus d'1,5 million d'enfants de 6 mois à 59 mois. Ils ont été vaccinés avec l'appui technique, logistique et financier de l'OMS et d'autres partenaires internationaux. Cette campagne est organisée tous les 3 ans depuis le début de l'année 2016. La province de Kinshasa a enregistré 148 cas suspects de rougeole, mais aucun de ces cas n'a conduit à un décès. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique. Parlons maintenant de lutte contre la tuberculose. L'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme. L'OMS a publié un rapport jeudi dernier, rapport dans lequel l'organisation note que 1,8 million de personnes sont mortes de tuberculose en 2015, soit 300 000 de plus que l'année précédente. Selon ce rapport, l'épidémie de tuberculose est plus grave qu'on ne le pensait jusqu'à présent, avec 10,4 millions de personnes infectées l'année dernière. Des chiffres qui sont d'autant plus alarmants que la recherche d'un vaccin ou d'autres médicaments est sévèrement sous-financée. Allons maintenant au Niger où le gouvernement et ses partenaires onusiens mènent une campagne de contraception. Les autorités veulent réduire la très forte démographie que connaît ce pays parmi les plus pauvres au monde. Le gouvernement vise un taux de prévalence contraceptive de 50% d'ici 2020. Selon l'ONU, la fécondité au Niger est de 7,6 enfants par femme et la croissance démographique est de 3,9% par an. Si cette tendance ne s'infléchisse pas, le Niger comptera 40 millions d'habitants en 2034 contre 20 millions aujourd'hui. La précédente campagne similaire a connu très peu de succès dans les zones rurales qui abritent 80% des Nigériens. Avoir beaucoup d'enfants est toujours perçu comme une source intarissable de main-d'œuvre. En outre, les groupes islamiques radicaux dénoncent ces campagnes qu'elles perçoivent comme des moyens dictés par l'Occident visant à stopper les naissances. Merci Firmin. Terminons ce tour d'horizon de l'actualité santé avec l'épidémie de la fièvre de la vallée du Rift qui sévit depuis le mois d'août à l'ouest du Niger. Cette maladie virale qui touche principalement les animaux mais aussi les hommes a causé la mort de 21 patients selon le décompte du ministère de la Santé.
Pour enrayer la maladie, l'ONG Alliance for International Medical Action a ouvert un centre de traitement à Tinta Baraden. Votre santé, votre avenir a contacté le docteur Gilles Koupko qui travaille pour cette ONG. Il explique la prise en charge et le traitement prodigué aux malades. Le traitement, c'est vraiment le traitement symptomatique, comme je l'ai dit. On fait un traitement quand le test de paludisme est positif. On lui donne un traitement contre le paludisme. On lui fait de la réhydratation parce que souvent ils sont accompagnés de diarrhée et souvent ils perdent aussi du sang. Donc on leur donne des macromolécules pour pouvoir les rétablir un peu la volémie chez eux. Et on leur donne aussi des antalgiques et des antipyrétiques, c'est-à-dire des produits pour faire baisser la douleur, pour faire baisser aussi la fièvre. Vous suivez Votre santé, votre avenir sur VOA Afrique. Nous remercions le docteur Gilles Koupko. Maintenant, chers auditeurs, c'est le moment de l'inviter. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Vous avez certainement beaucoup de questions à propos de la vie et de la santé des personnes âgées. Aujourd'hui, dans notre magazine Votre santé, votre avenir, nous avons comme invité Dr Koumé Mamadou qui est avec nous pour nous éclaircir sur certaines questions. Alors, selon les Nations Unies, la population mondiale des personnes âgées devrait doubler d'ici 2050. De votre observation, l'Afrique est-elle concernée par cette tendance et pourquoi? Vous venez d'aborder un aspect extrêmement important et qui touche le continent africain. C'est-à-dire que le vieillissement de la population mondiale, pour être plus précis, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus va passer d'ici 2050 de 11% à 22%, donc elle va doubler. Et l'Afrique et les pays en voie de développement de manière générale seront plus concernés par ce phénomène parce que la majorité des personnes âgées ayant plus de 100 ans vont vivre dans les pays en voie de développement, notamment en Afrique. Parce que ce qui se passe, c'est la transition démographique, c'est-à-dire le vieillissement de la population. Je donne un simple exemple. La France a mis plus de 100 ans pour voir le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus passer de 7% à 12%. Vous prenez comme un pays comme le Brésil, ça va faire 25 ans. Donc nous allons connaître en quelques décennies ce que les pays développés ont connu en 100 ans. Donc un vieillissement plus rapide de la population. Et ça, c'est dû au phénomène de la transition démographique. Donc vraiment, nous sommes plus que concernés par le vieillissement de la population mondiale. Alors, professeur, contrairement aux pays européens ou américains dans lesquels les personnes âgées disposent généralement de centres spécialisés de retraite, de prise en charge, en Afrique, les personnes âgées vivent dans les familles, les domiciles de leurs proches, de leurs parents. Alors, est-ce que selon vous, cette manière de faire, cette manière de gérer les personnes âgées, selon vous, constitue un handicap dans le suivi de ce type de personnes? Cela ne constitue pas un handicap. Il y a deux phases qu'il faut voir dans la prise en charge de la personne âgée. La phase où la personne âgée est relativement autonome. À ce moment-là, les structures de santé publique peuvent prendre en charge la santé des personnes âgées. Notamment, si je prends au Sénégal, vous avez ce qu'on appelle le plan Sésame de soins gratuits pour les personnes âgées. Le gouvernement du Sénégal a mis en place un programme qui permet aux personnes âgées d'être soignées gratuitement, sans payer, dans les structures de santé publique, les centres de santé, les postes de santé et les hôpitaux. Il n'y a pas de problème. La deuxième situation à laquelle nous sommes très souvent confrontés et qui pose un problème, contrairement aux pays développés, c'est lorsque surviennent les complications des syndromes gériatriques, c'est-à-dire lorsque la personne âgée perd son autonomie. Dans les pays développés, ces personnes âgées qui perdent leur autonomie sont intégrées dans ce qu'on appelle les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes, c'est-à-dire les maisons de retraite. Alors, nous n'avons pas les maisons de retraite au Sénégal et en Afrique, de manière générale. Alors, dans ce genre de situation, les personnes âgées seront obligées d'être prises en charge par leur famille. Or, les familles ne sont pas préparées à la prise en charge de ce type de pathologie. Les syndromes démentiels, la dénutrition, la perte d'autonomie, c'est vraiment là où l'Afrique a une incidence. Justement, professeur, je voulais justement vous demander, quels sont les types de maladies les plus fréquentes chez les personnes âgées que vous suivez et quelles en sont les causes, quelles en sont les manifestations? Oui, nous avons eu à faire en 2000 une enquête nationale qui a porté
sur plus de 1111 personnes âgées sur l'ensemble des 14 régions du Sénégal. Et nous avons pu dresser le profil pathologique des personnes âgées. Et dans le cadre de mes enseignements, j'ai demandé à mes étudiants de faire des enquêtes dans le pays respectif. Et la tendance qui se dégage, c'est que vous avez 70% des maladies chroniques et 30% des maladies aiguës. C'est-à-dire, en même temps que la transition démographique, c'est-à-dire le vieillissement de la population, nous sommes en train de vivre la transition épidémiologique. C'est-à-dire que vous avez une persistance des maladies aiguës transmissibles, mais avec une émergence des maladies chroniques. Au Sénégal, ce qui se passe, vous avez d'abord les maladies cardiovasculaires, avec en tête l'hypertension artérielle, puis vous avez les affections oculaires, le glaucome, la cataracte, vous avez les affections rhumatismales, vous avez le diabète, et vous avez les troubles cognitifs, et enfin les affections urogénitales. Voilà les pathologies chroniques qui frappent les personnes âgées, et pour lesquelles, je pense que nous avons quand même pas mal d'infrastructures pour les prendre en charge. Maintenant, ce que nous craignons, c'est l'installation de ce que l'on appelle les syndromes gériatriques, qui se trouvent une des complications majeures des pathologies cardiovasculaires et du diabète, c'est-à-dire la dénutrition, la démence, les risques de chute, les dépressions et tous ces syndromes gériatriques, c'est-à-dire ces pathologies que l'on voit le plus fréquemment chez les personnes âgées, ont pour conséquence majeure ce qu'on appelle la perte d'autonomie. Le sujet âgé devient complètement dépendant de son entourage et là, vraiment, nous n'avons pas assez d'armes pour les prendre en charge. Alors, vous avez les pathologies. Oui, au regard des différentes pathologies que vous venez d'énumérer, quelles sont les recommandations que vous donneriez aux familles qui, justement, hébergent les personnes âgées en Afrique? Quels sont les conseils pratiques pour un meilleur suivi de ces personnes? Alors, les conseils pratiques vont tourner autour de maître mot, c'est-à-dire maintenir le plus longtemps possible l'autonomie de la personne âgée. Cela suppose de développer des attitudes de prévention, prévenir la perte de l'équilibre, prévenir la dénutrition, prévenir la déshydratation, prévenir la démence, prévenir la dépression. C'est-à-dire, il faut aménager l'environnement de la famille pour que la personne âgée ne puisse pas tomber. Parce qu'on sait que quand on vieillit, quand on prend de l'âge, on a plus de risque de tomber. Et quand on tombe, évidemment, on peut avoir des complications telles que la fracture. Alors, il faut aménager l'environnement de la personne âgée pour que la personne âgée ne puisse pas tomber. Deuxièmement, il faut veiller régulièrement à l'hydratation de la personne âgée, surtout que nous sommes dans des pays où c'est très très chaud et la personne âgée a tendance à se déshydrater. Donc il faut hydrater régulièrement les personnes âgées, il faut veiller à une bonne nutrition, fractionner les repas, varier l'alimentation et l'enrichir. L'autre chose aussi, c'est de faire en sorte que la personne âgée puisse rester au centre de la famille. Il ne faut pas la déconnecter parce que si vous isolez la personne âgée, elle va déprimer, elle va entrer dans un cercle vicieux. Donc il faut l'intégrer au maximum dans les activités de la famille et amener régulièrement la personne âgée chez son médecin pour éventuellement suivre s'il y a un diabète, s'il y a une hypertension artérielle, autre chose. Alors, pour finir, c'est une question que beaucoup de jeunes se posent. Quels sont les conseils pratiques, quel style de vie, quelles pratiques adopter pour les jeunes Africains qui aspirent à vivre longtemps, à augmenter leur espérance de vie et plus tard à devenir des personnes âgées? Voilà. Le conseil pratique que je donnerais aux jeunes personnes, c'est la prévention en ayant une bonne hygiène de vie. Une bonne hygiène de vie passe d'abord par une alimentation saine, c'est une alimentation pauvre en graisse, très riche en fruits et légumes. Consommer modérément l'alcool, éviter la consommation de tabac, avoir une activité physique régulière, au moins 30 à 45 minutes d'activité physique 3 fois par semaine. Il faut bien sûr veiller à la vaccination contre les maladies infectieuses qui sont très génératrices de perte d'autonomie. Et enfin, il faut quand même préparer sa retraite. Il faut souscrire à une assurance pour pouvoir, une fois arrivé à un âge avancé, pouvoir bénéficier d'une pension. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on arrive à la retraite, les revenus baissent. Donc il faut se préparer à faire baisser les revenus. Maintenant, quand vous avez des enfants, il faut veiller à l'éducation des enfants. Parce que plus tard, quand vous serez plus âgé, il faut vous trouver dans une situation où vos enfants auront réussi et vous n'aurez pas vous n'aurez comme souci que votre bien-être et équilibre personnel. Merci professeur d'avoir répondu aux questions de la VOA Afrique. C'est moi qui vous remercie. Quelqu'un l'a vécu. Voici son témoignage.
les problèmes de santé chez les personnes âgées, les problèmes sociaux, la gestion des centres pour cette catégorie de personnes, c'est une réalité. Le docteur Willy Gatore est l'un des témoins oculaires de notre sujet du jour. Il est responsable de l'hospice Sainte-Élisabeth à Bujumbura, dans la capitale du Burundi. Il nous offre ici son témoignage. Docteur Gatore, vous êtes responsable de l'hospice Sainte-Élisabeth, un centre pour les personnes âgées. Pouvez-vous nous dire combien de personnes vous avez dans votre centre et la moyenne de leur âge? Alors, actuellement, nous avons 63 pensionnaires qui ont une moyenne d'âge de 73 ans. Est-ce que c'est un centre subventionné par l'État ou c'est un centre privé? Alors, c'est un centre privé dirigé par les sœurs Ben Mukama, une congrégation religieuse. Mais actuellement, au Burundi, il n'y a pas de centre public, un centre dirigé par l'État, non. Ces personnes âgées vivent dans votre centre, mais elles ont certainement ou probablement des familles. Quelles sont les relations qu'elles entretiennent avec les membres de leur famille? La plupart de ces personnes âgées sont venues à l'hospice parce qu'ils ont été abandonnés au niveau de leur famille. D'autres ont été amenés par les leurs au niveau de l'hospice Sainte-Élisabeth, mais actuellement, il n'y a pas de visite régulière pour ces personnes âgées. Ils ont été complètement abandonnés par leur famille. On déplore parfois des situations où un de ces pensionnaires arrive à décéder et qu'on ne parvient pas à trouver les parentés qui les ont amenés. On remarque que les numéros de téléphone qu'ils laissent ne sont pas corrects. On pourrait se dire qu'une personne âgée qui quitte sa famille et la vie qu'elle a toujours vécue pour venir dans un centre comme celui-là peut affecter ses émotions. Quel est votre commentaire à cela? Nous faisons face à des cas de dépression suite à ce délaissement familial. Alors, ils souffrent beaucoup de problèmes de maladies psycho-émotionnelles liées effectivement à ce délaissement des membres de la famille. Justement, par rapport à ça, est-ce qu'il y a des maladies fréquentes qui affectent le plus les personnes que vous hébergez dans votre centre? Il n'y a pas de maladie spécifique de la personne âgée. C'est plutôt des maladies déjà adultes. Si quelqu'un a été diabétique ou hypertendu, à l'âge âgé, cela va s'exacerber. Mais c'est plutôt des maladies liées à l'alimentation, à la prise en charge psycho-émotionnelle. Mais dans notre hospice Sainte-Élisabeth, il n'y a pas de maladie vraiment spécifique. Merci beaucoup, Dr Gatore, pour cet entretien et pour votre temps. Je vous en prie, madame. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique. Vous avez été nombreux à nous contacter pour avoir des réponses à vos questions de santé. Voici venu le temps de vous donner la parole et surtout d'obtenir les réponses d'un spécialiste. Cette semaine, le docteur Armand Genkap vous répond. Il est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons en France. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Alors, Christian, tu nous appelles d'où? J'appelle de N'Djamena au Tchad. De N'Djamena. Christian, vas-y, c'est quoi ta question? Oui, ma question concerne l'hémorragie nasale. Je souffre de l'hémorragie nasale il y a de cela 4 ans déjà. Oui, je n'arrive pas à trouver un médicament contre cette maladie. Christian souffre d'une hémorragie nasale depuis 4 ans et souhaite connaître le médicament qui pourrait soigner son hémorragie nasale. Ce que je peux expliquer à Christian, c'est qu'il n'y a pas de médicament en tant que tel pour soigner une hémorragie nasale tant qu'on ne connaît pas la cause de cette hémorragie nasale. Ça fait 4 ans que cette hémorragie nasale persiste chez Christian. Il faut, dans ce contexte-là, que Christian puisse consulter un médecin pour faire un diagnostic précis de la cause de cette hémorragie nasale. Pourquoi? Parce qu'une hémorragie nasale peut être bénigne du fait d'une cause locale, mais elle peut aussi être un peu plus grave s'il y a une maladie derrière. Dans les causes bénignes des hémorragies nasales, on va retrouver par exemple une fragilité de la muqueuse nasale locale qui va du fait peut-être d'une infection comme un rhume, une rhinite et parfois des traumatismes de cette muqueuse nasale parce que on a éternué parfois un peu très très fort ou tout simplement parce qu'on a une petite tache vasculaire locale qui va saigner lorsqu'on éternue très profondément ou lorsqu'on s'irrite un tout petit peu, on se traumatise un tout petit peu la muqueuse nasale en la frottant ou en la grattant un tout petit peu. Mais il y a aussi des causes générales qui peuvent survenir. Et c'est pour ça que, compte tenu du fait que Christian signale une hémorragie nasale qui dure depuis 4 ans,
je souhaite vivement de consulter un médecin pour faire le diagnostic exact, pour rechercher la cause. Il peut consulter un médecin généraliste ou il peut consulter un ORL, qui est un spécialiste qui va examiner son nez, qui va faire un examen de son nez pour rechercher la cause, mais qui va aussi faire un examen général, parce que parfois, les hémorragies nasales peuvent avoir une cause locale, comme par exemple une petite malformation locale qui est source de fragilité de la muqueuse nasale sur le plan local, mais les hémorragies nasales peuvent encore avoir une cause générale, par exemple une hypertension artérielle. Est-ce que Christian a une hypertension artérielle? Ça, il faudrait le vérifier, parce qu'une hypertension artérielle peut provoquer une hémorragie nasale, à savoir un épistaxis dans le langage médical. Il faudrait aussi que le Christian puisse consulter un médecin pour que le médecin puisse savoir si il n'a pas une maladie du sang, à savoir une maladie de la coagulation du sang. Bon, voilà ce que je pouvais répondre à Christian concernant son hémorragie nasale. Il n'y a pas de traitement, il devrait consulter un médecin pour faire le point. Alphonse Mbouaki. Voilà. Tu nous appelles d'où, Alphonse? J'appelle de la République démocratique du Congo, de Kinshasa. Vas-y avec ta question. Vas-y avec ta question, Alphonse. C'est une présentation. L'une concerne mon ami, l'autre concerne moi-même. Ok, vas-y, commence avec celle qui te concerne. En ce qui me concerne, en tout cas, surtout les niches. Sauf pour les niches, je touche beaucoup. Et puis quand je prends des aliments très sucrés, des boissons, je sens un malaise comme ça. Un malaise dans le corps et puis au niveau des reins, je sens des douleurs au bas-ventre. Je fais les examens de glycémie. Ça sort toujours négatif, donc il n'y a pas de problème. Alphonse appelle de la RDC et signale des problèmes de santé. Il dit qu'il urine beaucoup et lorsqu'il prend des aliments sucrés, il semble ressentir des douleurs au niveau du bas-ventre. Il aurait déjà fait un examen de type glycémie pour éliminer un diabète et il n'aurait pas de diabète. Ce que je peux apporter comme élément à Alphonse, c'est dire que je souhaite qu'il refasse encore des examens pour éliminer forcément un diabète, parce que lorsque quelqu'un urine beaucoup et boit effectivement beaucoup, je ne sais pas si c'est son cas, il semble souffrir de ce qu'on appelle syndrome polyuropolydipsique, et ça c'est un signe très très évocateur d'un diabète. Si il n'a pas de diabète, après avoir consulté son médecin, si on se rend compte qu'il n'a pas de diabète, il faudrait qu'il puisse faire des analyses des urines pour savoir s'il n'a pas une infection urinaire. Parce que le fait d'uriner beaucoup et de ressentir une sensation de douleur au niveau du bas-ventre, ça peut aussi être ce qu'on appelle en médecine une douleur pelvienne associée à une pollakiurie, et c'est souvent des signes d'une infection urinaire basse. Voilà ce que je conseillerais à Alphonse. Éliminer d'une part un diabète par rapport au fait qu'il urine beaucoup, et il semble boire aussi beaucoup, et éliminer aussi une infection urinaire, puisque le fait qu'il urine beaucoup semble associé à des douleurs pelviennes. Alphonse Mbouaki, vas-y avec la question de ton ami. Mon ami, c'est à cause de son haleine, vous savez, hein? Quand il parle, la laine est très mauvaise. Mais cependant, dans son clair, il ne fume pas, il ne boit pas, mais quand il parle, vraiment il a un problème de mauvaise haleine. Et puis on a posé des questions à un dentiste, il a dit que si du côté du dentiste il n'y a pas de solution, ça peut être un problème interne. Alors, il est allé faire la radiographie, on a dit qu'il n'y a pas de plaies au poumon. Il n'y en a pas. C'est une idée de l'estomac, je ne sais pas. Moi, je voudrais, de votre côté, avoir des éclaircissements. Voilà. Ok, merci beaucoup Alphonse à partir de la RDC de nous avoir appelé. L'expert est là pour te répondre. Alphonse pose le problème de la mauvaise haleine chez son ami. Son intervention est tout à fait intéressante puisqu'il nous précise que son ami ne boit pas et ne fume pas, parce que le tabagisme et l'alcool sont des causes de mauvaise haleine,
Et il précise également que son ami a déjà bénéficié d'un bilan dentaire chez un dentiste et qu'on n'a retrouvé aucune cause. Il voudrait effectivement savoir ce qu'il peut faire de plus pour son ami, pour qu'il puisse ou qu'elle puisse retrouver une meilleure haleine, une haleine, mauvaise haleine, qui en médecine s'appelle halitose et qui est très très handicapant en société, puisque cette mauvaise haleine est ressentie par l'entourage et est très très handicapant. Ce que je peux dire à Alphonse, c'est qu'effectivement, la mauvaise haleine ou halitose, pour parler médicalement, est liée à 90% très souvent à des pathologies bucco-dentaires. Je vais citer ici les caries dentaires, je vais citer également des gingivites, je vais citer également des mycoses buccales. Très souvent, c'est lié à des infections bucco-dentaires à 90%. Mais il n'y a pas que les infections bucco-dentaires. On a 10% de causes qui sont parfois des causes ORL, des sinusites, des amygdalites, des pharyngites, des rhinites également peuvent être à l'origine de causes de mauvaise haleine. On a également des causes digestives, une œsophagite mycosique, à savoir un rapport avec une infection mycosique, une gastrite mycosique. En tout cas, la colonisation de toute la filière digestive par un champignon est souvent à l'origine d'une mauvaise haleine. Moi, je conseille donc à Alphonse de demander à son ami de consulter un médecin pour qu'il puisse lui faire un examen ORL complet, puisqu'il a déjà bénéficié d'un examen bucco-dentaire, et si possible, peut-être recommencer l'examen bucco-dentaire, mais compléter cet examen bucco-dentaire par un examen ORL complet, et si l'ORL ne trouve pas de cause à cette mauvaise haleine, il faudrait qu'il consulte un gastro-entérologue qui va lui faire une fibroscopie gastrique, qui va regarder toute la filière œsophagienne et gastrique, en tout cas la filière digestive haute, pour voir s'il n'y a pas une infection, notamment une mycose, une candidose, qui peuvent parfois être à l'origine de mauvaise haleine. Dans l'attente, le conseil que je peux donner à l'ami d'Alphonse, c'est de brosser ses dents 2 fois par jour et après chaque repas, et de brosser également la langue pour dégager un tout petit peu parfois des dépôts qui peuvent être au niveau de la langue et charger cette langue-là et être aussi source de mauvaise haleine. En attendant, il ne fume pas déjà, c'est une très bonne chose. Il ne consomme pas l'alcool, c'est une très très bonne chose. Il faudrait donc qu'il consulte donc le médecin pour essayer de compléter les examens qu'il a déjà eus, parce que pour moi les examens ne sont pas complets. Il faut éliminer une infection ORL et il faudrait éliminer également une infection digestive, étant entendu que sur le plan bucco-dentaire, les examens ont été normaux. Voilà ce que je pouvais apporter à Alphonse concernant la mauvaise haleine de son ami. Merci, docteur. Et voilà, chers auditeurs, notre émission touche à sa fin. On s'imagine que pour réaliser la plupart de nos rêves, il faut vivre longtemps et surtout être en bonne santé. Dans votre santé et votre avenir, vous étiez avec Rosine Mounezero et Mohamedou Oumfa. Nous vous disons merci. Nous disons aussi merci à Lionel Gaïma qui était à la console. Quant à vous, chers auditeurs, retrouvez-nous samedi à 8h30, temps universel, pour un nouveau magazine, toujours sur VOA Afrique.